Tiers livre, les cycles atelier d'écriture. On est en semaine 6 de 2 cycles. Ils vont se croiser parce que Franz Kafka, étape obligée. Alors, dans ma tête, ça faisait semblant. Ça. Tu continues le cycle, faire un livre, et puis, oh là, il n'y a pas de problème, j'ai des pistes. Mais à mesure que je travaillais sur l'idée, pour la partie progression, avec aussi ce qu'on essaye de complément, formation de formateur, expression que j'aime pas beaucoup, mais comment utiliser tout ça, quoi faire, comment proposer d'autres exercices en variante, en variation. Eh ben, Kafka, et jusqu'au moment où se dire, bon, une seule vidéo pour les 2 cycles, c'est si grave, ça pourrait l'être, sauf si on propose 2 exercices. Alors d'abord, Kafka en lui-même. Ce serait presque une insulte que d'en faire leçon. Il naît en 1881, il meurt en 1922, en gros en même temps que Marcel Proust, à quelques mois près. Lui, il a 41 ans, ce combat contre la tuberculose, combat radical qui commence dès qu'il a ses 20 ans et puis qui se poursuit, une vie qui n'est pas tout entière vouée à l'écriture, alors que, évidemment, l'écriture est totalement centrale en tout. Mais il travaille dans une compagnie d'assurance, en fait 2 compagnies successives, où il va exercer de grosses responsabilités, et c'est pas indifférent, puisque c'est aussi ça qui va lui permettre de nombreux voyages, tout en Europe, à Zurich, à Berlin, à Vienne, Francfort. Il y a un haut cadre dans ce domaine juridique, justement dans une période où il s'agit de quoi? C'est de formaliser les premières bases du droit du travail. En gros, quand un mineur meurt dans une mine, quand un ouvrier se fait happer pour une machine, la responsabilité, c'est à qui? Et quelles sont les conséquences, y compris financières, pour la veuve et les enfants? C'est pas pour insister là-dessus, c'est juste pour dire que ne jamais confondre les narrateurs de Franz Kafka ou ce personnage qui va s'écrire radicalement, en permanence, comme un travail de soutier, pour reprendre le personnage au début de l'Amérique, avec l'écrivain, le personnage réel, la force réelle. Vous voyez, même moi, je me trompe. Il est où le personnage réel? Quel réel de soi-même on construit quand on l'envoie là, dans l'écriture qui vous dépossède de tout? Peut-être que c'est là, Kafka, que ça commence. Alors c'est quoi l'œuvre? Pour moi, c'est quelque chose de totalement linéaire, chronologique presque. D'ailleurs, l'édition allemande de référence, elle est sur ce principe-là, c'est-à-dire que ces nouvelles, ces récits qui sont séquentiels, qui reprennent 4 fois, 10 fois la même figure, et puis de temps en temps, ça s'embarque 3 fois de suite, ça s'embarquera dans un grand roman. L'Amérique, le procès, le château. Et puis, entre-temps, la correspondance, la période des lettres à Felice Bauer. Pendant 2 ans, il n'y a plus que l'écriture des lettres à Felice. Est-ce que c'est de la littérature ou pas? C'est pas ça la question. Bon. En tout cas, il n'écrit plus que ça, à ce moment-là. Idem quand ce sera les lettres à Milena, avec juste cette éclaircie en toute fin de vie, la vie partagée avec Dora. Et justement, ce qui marque ce séquencement linéaire, c'est ce qui nous reste de Kafka, c'est une 60aine de cahiers. Alors, combien il y en a au total? On ne le saura jamais. Vous savez que c'est Max Brod qui en est le légataire, donc qui hérite de cette masse d'archives. Lui-même, à son décès, les lègue à son assistante, laquelle, à son décès, ça part chez 2 vieilles cousines à elle qui ont 80-90 ans et qui stockent ça dans un local. Je crois qu'elles ont 14 chats, et puis si les gens viennent chez elles pour leur consulter ces documents, ah, ça vous intéresse, prenez-le, jusqu'au moment où, truc juridique totalement incroyable, l'État d'Israël déclare que c'est patrimoine universel, et donc qu'on se saisit de cette propriété privée. Imaginez qu'on fasse ça pour tous les propriétaires de tableaux de Van Gogh. Alors ces 60 cahiers, il y a de tout
Ben oui, il y a le cahier pour apprendre l'hébreu. Il y a le cahier qui va servir à développer tel récit. Et puis, il y en a, alors je crois que c'est 29, quelque chose comme ça, qui sont numérotés et qui sont une suite de cahiers tenus au jour le jour. Et c'est ça qu'on appelle Tagebücher, journal des jours. Et nous, on a simplifié en appelant ça le journal. Mais moi, quand je dis journal de Kafka, pour comprendre le titre, il y a toujours cette expression allemande, Tagebücher, le livre des jours, ce qu'on a gardé comme titre pour Rilke. Alors le premier, il est numéroté 9, et les premières pages en sont déchirées, on est en 1910, et ça s'ouvre sur un très court texte qui ouvre aussi le tome 2 de l'édition française Pléiade, que je trouve très, très maladroite, mais bon, au moins elle existe, qui est un texte qui s'appelle Fenêtre sur rue. Et puis, on a cette espèce de scénographie qu'il dessine, mais qu'il va reprendre dans tant et tant d'histoires, une chambre exiguë, une table à écrire, une espèce de canapé, et puis on se débrouille avec ça. Et ça, on va l'avoir 15 fois, 20 fois comme schéma de départ. Avec quoi tu écris? Tu écris avec là où tu es, et tu écris avec ce que tu es. Et c'est ça dont on va se servir. Alors c'est quoi le journal? D'abord, est-ce qu'il existe ou pas? C'est compliqué parce qu'il nous faudrait une traduction exhaustive. Alors maintenant, on y vient seulement maintenant. Il y a une édition allemande exhaustive et il y a une prolifération de tentatives de la rendre. Mais il faut revenir un petit peu à l'histoire. C'est important. Séparer dans notre tête le livre de ce qu'il y a dedans. À la mort de Franz Kafka, Max Brod outrepasse la volonté de son ami qui était de explicitement détruire les 3 manuscrits. L'Amérique, procès, château. Le procès, puis le château ont un retentissement considérable. Alors, est-ce que Kafka naît de rien? Non, il est déjà, à sa mort, un écrivain réputé. Pas de légende, mais ses textes, parce que à Berlin, chez Rowohlt, peut-être l'éditeur le plus symboliquement pointu de littérature contemporaine, oui, c'est des textes brefs, mais ces textes circulent comme du feu. On en a des petits éléments de preuve. Par exemple, Walter Benjamin, qui un jour arrive à Zurich, qui écrit aussitôt à Gershom Scholem, tu te rends compte? Kafka était là il y a 2 jours, il a fait une lecture il y a 2 jours, j'aurais pu le rencontrer. Ce qui est important parce que ça veut dire aussi que si Kafka avait voulu publier de son vivant le procès, il aurait été accueilli, il avait déjà une base éditoriale, une confiance. Simplement, ce qui le gênait dans le procès, j'en ai parlé ailleurs, c'est pour lui cette idée qu'il avait le début, il avait la fin, il avait ce rêve central au milieu, mais qu'entre-temps, les chapitres... La scène du tribunal dans le grenier, la visite chez l'avocat avec faire l'amour avec la gouvernante là, sous la table pendant que l'autre parle, le peintre du tribunal, tous ces éléments-là, on peut les dispatcher, les changer de place sans que ça change quoi que ce soit à l'ordre du livre. Ce qui lui semble totalement incompatible avec ce qu'il aime lire chez Dickens, chez Dostoïevski ou Tolstoï. Alors que pour nous, justement, c'est ça qui fait notre lien tellement essentiel au procès, au château. Et c'est dans ce retentissement du procès et du château que Max Brod se saisit de l'ensemble des cahiers et qu'il rassemble ça. Ou ça, c'est pareil, ouais, ça c'est le premier que j'ai acheté, dans quel état il est. Oh là là, donc il a bien fallu que je me rachète un autre. Les livres, ça s'use. Donc il publie une sélection, une grosse sélection, puisque ça fait là, dans cette édition un peu canonique, là, la traduction de Marthe Robert, ça fait 700 pages. N'empêche que c'est une compilation de Max Brod. Avec quelles conséquences? Bien, par exemple, quand Kafka, s'il n'a plus rien à écrire, s'il n'a rien à écrire, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend des schémas qu'il a déjà utilisés. Variation, et si Don Quichotte était une invention de Sancho Panza. Ou les mythologies, réflexions sur les sirènes, sur la tour de Babel.
Et puis sur 4 jours, 5 jours, vous allez avoir 4 textes, 5 textes. Bien, Brod, il en garde un seul. Et il déplace les dates. Il en met 3 et il les rassemble au même moment. Il faut lui en vouloir, hein? Non, certainement pas. L'explosion éditoriale du procès, qu'est-ce qu'il fait, Brod? Il reprend un livre, en gros, de même volume, de même gabarit, et il publie un roman de plus qui s'appelle Journal de Kafka. Alors aujourd'hui, on a une espèce de puzzle. Alors par exemple, récemment, Robert Kahn, qui est disparu il y a juste un an, propose chez nous une énorme somme. Alors moi, qui me perturbe trop, parce que je suis trop habitué en fait à la traduction de Marthe Robert. C'est pas la question de la traduction. J'adore le travail de Robert Kahn, mais on voit plus la chronologie. C'est-à-dire, il refait une continuité de tous les cahiers, mais ce rythme quotidien de écrire, ne pas écrire, dire qu'on n'écrit pas, etc., ça disparaît. Et puis, comme c'est pas intégral non plus, les petits fragments, les notations quotidiennes, vous allez voir dans l'exercice que je vais vous proposer, dans la fiche d'appui, il y a un truc sur les furoncles, puis montrer son furoncle au médecin. Ça me manque terriblement chez Robert Kahn, qui met la priorité sur le narratif, alors que justement dans ce qui moi a aussi ravivé totalement l'intérêt de la lecture du journal, c'est chez Rivage, qui est ce qui a préparé ça, traduit de l'allemand par Pierre Deus. Je ne sais pas quel chercheur a rassemblé ça. C'est la transcription intégrale des 3 cahiers centraux, 1916, 1917, 1918. Enfin, il n'y a rien de central, mais tout d'un coup, on passait de la compilation Max Brod à l'intégralité de la transcription des cahiers. Et effectivement, ça ressemble beaucoup plus au rythme de Robert Kahn. Et Robert Kahn lui-même a publié, c'était aussi chez Nous, mais là, je crois qu'il y a 3 ans, ce qui est terriblement difficile à lire, mais c'est la transcription intégrale des derniers cahiers, avec cette maladie du larynx qui l'emporte. Alors, pourquoi j'insiste tant là-dessus? C'est que nous, on écrit, on aborde le fait littéraire par notre propre nécessité. C'est pas immodeste, non, c'est justement ce qu'on découvre dans le journal de Kafka. Alors, on va s'en tenir à la version de Marthe Robert. Je crois même qu'en septembre, il y a une nouvelle version qui va paraître encore plus complète en folio. Bon. C'est que s'écrit, justement, au jour le jour, dans ces cahiers, le travail d'écrire. Les lectures, ce qu'on tire de ces lectures, ce qui se passe dans la tête pendant qu'on écrit, les bribes qu'on écrit, puisque très souvent, les premières versions ou des histoires entières, comme le verdict qui a été écrit en une nuit, font partie du journal, s'écrivent dans la suite linéaire des cahiers du journal. Mais c'est aussi ce travail permanent, et pour nous là, ça va être extrêmement important, de travail sur la perception du réel. Alors en quoi c'est important ? C'est que la justesse des images de Kafka, ce qui nous frappe énormément, ce côté pas implacable, mais tendre aussi, mais dans un plein désarroi, ce type qui arrive à un carrefour, qui est perdu, qui demande son chemin à un agent là qui est dans le carrefour, et puis le gars qui le regarde en riant, et c'est à moi que tu demandes ton chemin. C'est toutes petites choses, mais qui sont tellement justes. Une phrase qui me revient, chacun... L'impression dont une place offre l'image, chacun levant les genoux pour quitter l'endroit où il se trouve. Et puis tout d'un coup, cette compression de temps, ce redépart, et puis cette perception des corps, des visages, de la temporalité du geste, eh bien, Kafka, oui, il l'exerce au jour le jour dans les notations du journal. C'est-à-dire combien il y a de dizaines, de centaines de notations qui est ce matin à l'usine. Tout à l'heure, je relisais un texte dans la société d'assurance, dicter une circulaire pour la police municipale, et puis la secrétaire qui attend, et lui, il trouve pas un mot.
Et le temps qu'il cherche son mot, son regard reste, disons, dans la direction de sa secrétaire. Et elle, elle s'agite, elle bouge les mains. Et le moment où le mot arrive, alors il y a cette phrase-là qui est... le mot qui me vient, c'était comme manger un morceau de chair crue. Et Kafka ne mange jamais de viande, justement, y compris à cause de la tuberculose. Ses repas, c'est un fruit, un verre de lait, et c'est comme ça qu'il va tenir, résister. Donc, cette espèce de sensation de refouler le sentiment de chair crue qu'on mange, et puis là, revoyant la secrétaire qui attend le mot, l'incapacité même à prononcer le mot, et puis dire, mais j'avais l'impression que cette chair crue, c'était la mienne. Bon, c'est rien, ça passe comme ça, mais c'est dans le réel que Kafka trouve cette adéquation qui lui permet le texte fantastique. Reprenons, par exemple, cette figure de la chambre, la table à écrire, la fenêtre, le canapé. Qu'est-ce qui rend possible les variations? Vous savez, le gars qui revient de son bureau, ben oui, mais on l'a tout le temps, le gars qui revient de son bureau. Et puis qui trouve sur cette table, près de la fenêtre, un énorme œuf, et puis sort une espèce d'oiseau très bizarre, gluant, et puis lui, il a ramené son repas, et l'oiseau lui happe le repas, et s'il essaye de l'expulser, l'oiseau est méchant, pas possible, et puis lui, donc il va falloir qu'il le nourrisse. Donc, mais s'il va tous les jours, il a de faibles moyens. S'il va tous les jours là en bas chez le marchand de poissons, demander du poisson un peu pas trop frais pour nourrir, pour qui on va le prendre, et puis ça s'arrête là. Puis une autre fois il rentre, et puis il y a une épée qui se promène sous le plafond, et ou qu'il aille dans la chambre, l'épée est là, ou bien il est là à sa table à écrire, et puis tout d'un coup il y a une porte dans le mur derrière le canapé là. Mais c'est exactement là la famille Kafka. Il y a une petite épicerie où sont le père et la mère, il y a la pièce où dort et travaille Franz Kafka, et il y a un petit couloir avec 2 chambres que se partagent les 3 sœurs. Ou du moins quand une se mariera et aura des enfants, en tout cas Otla et Vali qui resteront là. Et le soir, les 2 sœurs jouent aux cartes avec les parents. Pour lui, c'est insupportable, ça fait trop de bruit de voix. Donc il attend les bras croisés sur son canapé qu'il y ait plus de bruit dans la maison. Et bien, quand il aperçoit cette porte, soudain la porte s'ouvre et une silhouette apparaît, quelqu'un amical, souriant. Simplement, ce qui est très troublant, c'est que cette silhouette, elle a exactement ses propres traits à lui. Et puis vous en voulez d'autres, vous en voulez d'autres. Ben, il est là en train d'écrire à sa table, et puis tout d'un coup la porte s'ouvre, la porte d'entrée, et puis quelqu'un arrive et lui met son poing dans la figure. Et ben, croyez-le, il fait ça tous les soirs, à la même heure, le gars. Et c'est même encore pire. Quelquefois, il dit à sa copine de rester dans le couloir et de regarder ce qui va se faire. Mais c'est pas comme ça qu'on écrit. Et la veille au soir, ils se battent, et lui, il a le dessus. Il contrôle bien le gars sous lui, et puis ce qu'il découvre, c'est que la fille, elle est rentrée, et elle est en train de lire ce qu'il était en train d'écrire, la lettre qu'il était en train d'écrire. Vous voyez, c'est ce côté séquentiel, comme c'est important, et la puissance de ce fantastique, je le répète et re-répète, c'est cette adéquation avec des éléments pris au réel, qui peuvent être totalement impalpables, mais totalement justes. Et nous, c'est là-dessus qu'on va travailler. Alors moi, quand je dis étape Kafka, il y a un acte d'autorité. C'est pas trop mon genre. Et pourtant, quelquefois, je fais exception. C'est plus fort que vous. Il y avait déjà ça aussi quand j'ai parlé d'Artaud. Combien de fois vous demandez, vous êtes dans un amphi avec des étudiants, vous avez lu quoi de Franz Kafka? Il y a toujours la métamorphose, souvenir de lycée. Ben oui, c'est important la métamorphose, mais l'effet best-seller occulte trop peu le reste. Il y a toujours quelques fous ou folles qui ont mis le nez dans le procès ou le château. Et puis là, tout d'un coup, on se reconnaît les uns les autres. Vous parlez de la colonie pénitentiaire, ou de Joséphine, la cantatrice des souris, ou champion de jeunes, ou première souffrance, là, le trapéziste. Bien, tout d'un coup, vous apercevez que non, il y a à se battre encore et encore pour que Franz Kafka ait le rôle, l'importance qu'il a pour quiconque écrit. Maintenant, pour moi, il y a un renversement. Le renversement, c'est que, quelle que soit l'importance de l'œuvre,
Pour nous qui travaillons l'écriture, c'est le journal qu'on doit faire passer en avant. Il n'est pas possible de mettre le journal de côté. Et c'est à ça que je voulais vous inviter. Être sûr que pour avancer, eh bien, ça, c'est sur votre table. En plus, il est en poche. Si vous préférez tester le nous, vous le trouverez dans la bibliothèque de votre quartier. Il y a d'autres... enfin, c'est pas ce qui manque, y compris sur le web. Mais s'immergez là, parce que quand vous lisez le journal de Franz Kafka, vous êtes en dialogue avec vous-même qui écrivez. Et ça, il n'y a pas possibilité de passer à côté. Alors, je vais proposer 2 exercices. Alors, appelons ça cycle progression. C'est quelque chose qui paraît simple, mais le lien avec Artaud, c'est comment se passe la réflexion du réel dans le mental. Comment, quand on pense au réel, on pense à comment on a perçu le mental. C'est le livre, pour moi, essentiel de Gilbert Simondon qui s'appelle Imagination et invention. C'est-à-dire être tout le temps conscient de la fabrication mentale du réel et comment c'est depuis cette refabrication mentale du réel qu'on la déplace, qu'on la réorganise et qu'on la republie vers le dehors, et que là est le geste littéraire. Et là, l'exercice simple, mais pour moi extrêmement important à faire, et sur lequel on reviendra côté formation, c'est de travailler sur cette attention qu'on doit avoir en permanence à ces micro-éléments du réel. Les épiphanies, si vous voulez donner tous les noms que vous voulez. Chez Kafka, l'important c'est que, selon les heures du jour, en particulier dans toute la partie de sa vie où il est encore actif avant que ce soit avalé par les sanatoriums, le soir c'est ce petit théâtre yiddish avec son copain Levi et être tous les soirs. C'est comment on retrouve les amis et qu'on organise des lectures publiques. Il y a une vie sociale extrêmement consistante de Franz Kafka. Là encore, on a eu tendance à un moment à mettre un peu trop sous silence. Et puis, dans la journée, tous les matins, de 6h à 14h, il y a le travail de bureau. Et souvent, l'usine, c'est une fabrique qui appartient au père, ou en tout cas dont le père, la famille Kafka dispose de parts. Et Franz Kafka doit bien passer 1 heure à l'usine pour la compta, l'administration, etc. Et ça le rebute. N'empêche que les regards avec les ouvriers, les tensions qu'il peut y avoir, les cheminements dans la ville, les scènes de bureau, bien tout ça, c'est ce qui fonde cette matière qui n'est pas une instance dissociée de la production du fantastique. Alors je voulais vous proposer donc 2 exercices. Le premier sera tout simple, qui est de rassembler 7 de ces notations prises directement au réel. Et ces 7, arbitrairement, là vous êtes en train de regarder cette vidéo, eh bien il y a hier, avant-hier, et vous remontez comme ça jusqu'à il y a 1 semaine. L'enjeu, c'est quoi? C'est que si vous travaillez il y a 1 semaine, c'était quand? Voilà, on est dimanche matin, c'était quoi dimanche dernier? Moi, là, j'en sais plus rien, puis c'est ma vie, c'est pas la vôtre. N'empêche qu'il y a quelque chose qui s'est effacé. Et ce fonctionnement nerveux, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ce livre-là, un classique de psychologie psychiatrique qui s'appelle L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau. Le fait de ne jamais éliminer, le fait d'être dans l'impossibilité de tri mémoriel, c'est une maladie extrêmement grave. Donc, ce qui s'est passé il y a 7 jours, il va falloir aller repêcher dans quelque chose qu'on va devoir reconstituer, refabriquer, un élément qui échappait à l'ordinaire, une image, un visage, une phrase entendue, un moment dans la voiture, et puis ça, arriver à l'attraper dans ce qui est déjà un désert organisé par le tri mémoriel. Vous aviez mangé quoi? Vous aviez cuisiné quoi? Ça se tient à distance. Et par contre, prenez-le
hier, avant-hier, ça va être le contraire. C'est-à-dire tout ce que vous avez fait minute par minute, ça défile, il y a une profusion, et dans cette profusion, il y a peu qui se détachent. Donc il va falloir aller saisir dans la profusion ce qui va devenir, parce que vous l'écrirez, un élément qui dit quelque chose sur le réel. Deuxième point, aussitôt, est-ce qu'on écrit sa vie? Non, on n'écrit pas sa vie. On écrit quelque chose qui, dans le réel, est capable de faire image, est capable d'appuyer une intuition qui peut devenir littéraire. Je prends un exemple, tout à l'heure je parlais de la métamorphose. Kafka, quand il rentre justement chez lui vers 14h, il pratique une sieste de 20 minutes, un sommeil très dense, mais qui permet de faire cette évacuation là, du tampon, des voix, des tâches obligées, tout ce qu'il a vécu le matin. Et quand il émerge de ces 20 minutes de sommeil sur son canapé, eh bien, il y a là, aller dans le cahier, écrire quelque chose. Et il y aura, donc le cahier, il y a une strate qui s'écrit vers 14h30, et une strate qui s'écrit entre 22h30 et 1h du matin, avec 2 ou 3 fois dans sa vie le fait d'avoir écrit toute la nuit. Pas plus. Et cette question-là de la temporalité, et comment on fait quand on n'a rien à écrire, c'est ça aussi qui le rend indispensable. Le journal. Eh bien, cette fois-là, il a un rêve, quand il se réveille, il est dans une mauvaise position, les bras sont crispés, et dans son rêve, le rêve là, avec l'ankylose, ce qu'il voyait sur sa tête, c'est le rêve d'avoir sur soi-même une patte de chien. Et le chien, par exemple, il y a cette photo aussi qui est emblématique, parce que, alors évidemment, il serait hors de question pour Grasset de la changer, mais c'est la photo des fiançailles de Kafka. Donc il y a Kafka, il y a Felice Bauer, et au milieu, il y a le chien. Eh bien, là, on a enlevé Felice, donc c'est une photo tripotée, mais il y a quand même Kafka et le chien. Eh bien, la métamorphose, ce réveil de Grégor Samsa dans l'ankylose, et puis découvrir que ses pattes sont toutes minces, ses membres, ses bras sont tout minces, et sont comme des pattes d'insectes, ça vient à peine quelques jours après le rêve de la patte de chien, et se réveiller brutalement de cette sieste dans le trouble où on est et qui on est, quelques secondes là de doute, et puis j'ai le bras ankylosé parce que j'étais dans une mauvaise position, et c'est ça que je veux qu'on aille. Alors c'est un exercice, j'allais dire, d'hygiène, de fitness. Alors c'est pour ça que je mets un deuxième exercice, parce que je ne peux pas vous dire de faire seulement ça. Par contre, je vous assure que dans le temps que j'allais dans les collèges, dans les lycées, dans les facs, Normal Sup ou Sciences Po ou en prison, eh bien ça, cet exercice, incroyable. Allez, ça on n'en parle pas, parce que c'est vous qui allez le faire maintenant. Moi, ce qui m'intéresse, en lien à Artaud, c'est comment la trace du réel, comment on se rend disponible à la trace du réel, que le réel, c'est un enregistrement permanent, mais que cet enregistrement permanent, il faut la construction mentale pour aller le repêcher. C'est un geste volontaire de partir à la rencontre de la mémorisation permanente qu'on a du réel. Et ça, ce rouage-là, c'est décisif. C'est-à-dire, c'est pas simplement quelque chose de passif, se souvenir de ce qui s'est passé. C'est que ce qui s'est passé, on en dispose. Par contre, ça devient énonciation à partir du moment où vous allez le chercher comme dépositaire d'une symbolique, d'une fissure, d'une fragilité, simple image, un profil, une lumière, une sensation. Et ça, on va le faire. Et ça, si vous vous donnez cette contrainte, sur une semaine, en remontant, prenez-le dans le sens que vous voulez, eh bien, vous allez voir que le tri mémoriel, justement, cette fonction-là, parce qu'on varie cette fonction, cette quantité-là du tri mémoriel, eh bien, le rapport à l'image du réel va totalement se transformer selon qu'on est à moins 7 jours ou qu'on est à moins 1 jour. Vous voyez qu'il n'est pas compliqué cet exercice. Alors, petite gâterie pour la suite. Et ça, j'étais bien décidé à la proposer dans le cadre là, de la 6 progression. Dans ces notations, je vous ai dit pour la chambre, c'est la phrase de Maurice Blanchot. Il y a une compilation aussi de textes de Maurice Blanchot
il y a le mot Kafka dans le titre. Enfin, en tout cas, c'est publié en poche. Ça reprend les textes de l'espace littéraire, du livre à venir, de Faux pas. En tout cas, c'est l'ensemble des textes de Blanchot sur Kafka. Et c'est dans le livre à venir que Blanchot a cette formulation. Pour écrire, il faut déjà écrire. Et Kafka se met en position d'écrire, systématiquement. Et puis, c'est parce que vous êtes en train d'écrire que vous acceptez le dévers, vous acceptez le surgissement. Mais pour ça, eh bien, comment on se met à écrire? Tout simplement en captant soi-même, là, dans son instant, ses lumières, ses perceptions auditives. Et ça passe par écrire le fait d'être seul. Alors j'ai préparé, ils sont là mes petits post-it. You, là. Tout à l'heure, j'ai repris même, parce que dans mon vieux, là, j'avais par-ci, par-là, des petites notes à la main. Je les ai reprises, mais j'avais pas ce que je voulais. C'est pour ça que je suis un peu en retard, hein, chronologiquement. C'est que j'ai reparcouru, relu, chaque fois, c'est le même émerveillement. Non. Émotion, certainement. Quelque chose aussi de tellement fort et évident par rapport à ce qu'on traverse chacun de nous, à sa façon et différemment de l'écriture. Ben, j'ai pris, alors combien, regardez, 2, 5, 7, voilà 7 passages où Kafka écrit, se mettre à écrire cette condition de seul dans ce lieu. Et si je l'écris, il peut tout arriver. Alors pourquoi ça va nous faire deux choses? Prenez ça comme ça. Pour soi-même. Ça en général c'est ce que je faisais dans le cadre scolaire. On est tout seul, on fait quoi? On regarde quoi? On entend quoi? On pense à quoi? Évidemment, ça sera différent avec vous. On n'est pas là dans les conditions du lycée. N'empêche que, justement, parce qu'on rajoute cette contrainte, c'est pas de l'autobiographie, c'est pas une quête de l'intime ou de l'espace privé, c'est les perceptions, les sensations, l'attention au dehors, aux lumières, aux durées, au sommeil, à la pensée. Comment on peut fixer un petit détail? Qu'est-ce qu'on regarde au plafond? C'est quoi le coin du tapis? En pensant à des textes que j'ai déjà traversés. Et ça va être donc le deuxième volet. C'est-à-dire il y a ces 7 choses qui viennent du dehors, qui viennent du réel, qui viennent des chemins, qui viennent des perceptions extérieures, à la caisse du supermarché, une réflexion, tout ça. Et puis, on va en trouver 7, et ça, c'est vraiment, vous allez voir, c'est comme faire une gamme en musique. Et cette gamme, elle est importante à faire. La deuxième chose, donc, c'est, vous êtes seul. Allez-y. Il y a 20 lignes, ou 30 ou 40. Essayez d'aller au bout, de fatiguer le texte. On avait une discussion la semaine dernière sur le plaisir à écrire. C'est que c'est pas la question de s'interdire ce plaisir, c'est que plus on met de travail, plus je dis fatiguer le texte, c'est un terme qui vient des cuisiniers en fait, à pousser le texte jusqu'à ses limites, avec de l'effort. Aller chercher le plus fin, le plus fragile, là où ça peut devenir lambeau, se déchirer. Et si on pousse ça, à ce moment-là, vous allez la retrouver. Le retrouver. Ce fait d'être seul. Et ce qui se passe de passage au hors-soi par le fait qu'on est seul. Par le fait qu'on est seul, ce qui nous, dans la relation aux autres, nous pose dans notre espace mental, social, spatial, eh bien, se disperse et on est soi-même cette perception de la lumière d'une persienne à 2 mètres. Et pourquoi ça va être là aussi la proposition de faire un livre? Eh bien, vous reprenez votre personnage, le ou la personnage qui, dans la proposition 1, arrive quelque part. Eh bien, c'est quoi si c'est il, elle, ou rien du tout? Parce qu'il n'y a pas de nom toujours. On l'immerge dans petit ludion, au bout d'un fil, c'est vous qui tenez le fil, dans il ou elle est seul.
il y a des choses sur l'attente. Il y a un texte fabuleux dans ce que j'ai d'ailleurs découvert ce matin. Je cherchais 2 ou 3 passages précis, et dans les 7 que j'ai rassemblés, il y en a un que j'avais totalement oublié. C'est une réflexion de Kafka sur son indifférence à l'attente, sa capacité à attendre. Ben, votre personnage, mettez-le dans cette attente. Et puis là, tout d'un coup, le rapport à l'extérieur, le rapport au dehors, le rapport aux perceptions, c'est ça qui va devenir matière. Et puis, allons plus loin. Prenez ce qu'on a fait dans la 3. Dans la 3, on a démultiplié les personnages, les voix, on a cassé, on a rendu ça disjoint. Bah, prenez 3 personnages de votre proposition 3, et puis insérez les 3 personnages dans leur solitude, au pluriel, leur solitude différenciée. 3 petits ludions, est-ce qu'ils sont dans une spatialité proche? Est-ce qu'ils sont... Qu'est-ce qu'ils savent les uns des autres? Pourquoi ils sont en train d'attendre peut-être au même endroit? Mais là encore, simplement, on prend dans Kafka cette idée, le seul, c'est une proposition en 4 lettres. C'est rare que je sache faire ça. Seul, et puis multipliez-le par le nombre de personnages. Et vous allez voir que là aussi, le rapport à la fiction va changer. Pourquoi? Le rapport à la fiction va changer parce que cet impalpable, ou cette diffraction, ou cette finesse du rapport au réel va être transfigurée. Et c'est à ce moment-là que votre phrase devient fiction. Ça risque de faire mal à quoi? Aux auxiliaires avoir et être? Aux imparfaits qui tombent tout crus? À la linéarité du temps, parce que sujet, verbe, complément? Ben ouais, peut-être que... Qu'est-ce que je cherche, moi, là? Je cherche à ce qu'émerge de la langue. Allez, bon courage. En tout cas, pas possible de passer à côté. 2 exercices. Et pour l'exercice du seul, on se l'applique à soi-même si c'est cycle progression. On l'utilise de façon fictionnelle pour un personnage ou pour une suite de personnages disjoints dans Faire un livre. Et on l'aura réussi, notre 6e semaine.